Si vous voulez vous lever pour un moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 3 mars 2017. M. Michel Lavigne, conseiller, a motivé son absence. 1.1. Adoption de l'ordre du jour. Avez-vous des items à ajouter à l'ordre du jour? Oui, j'aimerais rajouter un item, la vitesse de la route autour du lac. La vitesse de la route sur le tour du lac. La vitesse de la route. Donc, à ce moment-là, on pourrait mettre ça dans les travaux publics. Oui. 6.2. Vitesse de la route. Chemin autour du lac. Ouais. Avez-vous d'autres points à ajouter? Donc, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté et modifié. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2017. Vous avez tous eu le procès-verbal. Avez-vous des commentaires? Questions? Donc, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2017. Le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 février 2017. Vous avez tous reçu le procès-verbal. Avez-vous des commentaires, questions? C'est ça. Donc, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 février 2017. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Donc, 1.4, ça concerne la demande d'un taux de taxation uniformisé auprès de la commission scolaire au Cœur-des-Vallées et Western Québec. Comme vous le savez, le paiement de la taxe scolaire concernant Western est beaucoup plus basse que celle de la commission scolaire au Cœur-des-Vallées. Et nous, on aimerait qu'à ce moment-là, que ça soit uniformisé, étant donné qu'on n'aimerait pas avoir de fermeture concernant certaines écoles dans la région. Donc, considérant que le taux de taxe de la commission scolaire au Cœur-des-Vallées est beaucoup plus élevé que celui de la commission scolaire Western Québec, considérant que tous les citoyens n'ayant pas d'enfants, fréquentant une école, peuvent changer de commission scolaire, considérant que cette situation peut causer la fermeture de certaines écoles de la commission scolaire au Cœur-des-Vallées dans notre région, considérant que certaines régions dans la province de Québec bénéficient d'un taux uniformisé, il est proposé par Mme la conseillère Louise Audrichard que ce conseil demande au gouvernement du Québec que la loi soit modifiée afin qu'un taux de taxation uniformisé soit imposé à toutes les commissions scolaires présentes dans notre région. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Et je l'appuie fortement. Mme Craig? La même chose. Oui, pour, excusez. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.5. Mandat à Robert et associés notaires pour l'acquisition du terrain numéro C01R02PL17-D-4. Donc, il y a un terrain qui appartient à Revenu Québec qui se situe au bord de l'eau au lac Barrière, qui serait intéressant d'acquérir pour la municipalité pour aménager une halte pour les canots-kayaks. Donc, c'est un terrain qui a une valeur de 100 $. Donc, considérant que la municipalité de Lac-Simon désire acquérir le terrain numéro de cadastre C01R02PL17-D-4 à Lac-Simon, considérant que ce terrain appartient à Revenu Québec suite à la dissolution d'une compagnie, considérant que ce terrain permettrait d'y aménager une future halte pour un circuit de canots et kayaks, considérant que la municipalité désire protéger une source d'eau potable desservant une dizaine de propriétés, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que ce conseil mandate Robert et associés notaires afin d'effectuer les démarches nécessaires pour l'acquisition par la municipalité de Lac-Simon du terrain portant le numéro C01R02PL17-D-4 et ce, pour des fins d'utilité municipale,
qu'une dépense d'environ 1 500 $ plus taxes et frais soit autorisée afin de donner suite à la présente résolution. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? J'aimerais beaucoup voter pour, M. le maire. Mais comme j'avais seulement qu'un plan dans mon document, j'aurais bien aimé pouvoir participer aux délibérations puis aux argumentations pour ce projet-là. Alors, je vais voter contre. Mme Craig? Ben, moi aussi, j'ai un paquet de questions. Là. Premièrement, est-ce que c'est un terrain vacant? Quelle est la superficie du terrain? Est-ce que c'est un terrain qui est actuellement desservi? Servi à quoi actuellement? Les frais, est-ce que le 1500, c'est pour couvrir les frais de notaire ou c'est pour couvrir les frais de recherche auprès de Revenu Canada, auprès de Revenu Québec? Parce que pour ouvrir un dossier pour rapatrier un terrain qui appartient à une compagnie dissoute auprès de Revenu Québec, il faut des frais, c'est des frais d'ouverture de dossier puis des frais de recherche. Donc, malheureusement, je trouve ça désolant parce que ça me semble un beau projet, mais je vais être obligée de voter contre. Et M. David? Pour. Adopté à la majorité. 1.6, demande de partage des coûts pour le camp de jour de la municipalité de Cheneville. Vous avez reçu une lettre de la municipalité de Cheneville mentionnant comme quoi chaque année il y a un camp de jour et il aimerait qu'on partage les coûts étant donné qu'il y a plusieurs enfants de la municipalité de Lac-Simon qui y vont. L'année passée, il y a eu 12 enfants de la municipalité de Lac-Simon et 13 de la municipalité de Cheneville. Donc, demande de partage des coûts pour le camp de jour de la municipalité de Cheneville, considérant la réception d'une demande de la municipalité de Cheneville pour le partage des coûts camp de jour, considérant qu'il y a lieu de conclure une entente intermunicipale afin d'établir les modalités financières et se conformer à la loi. Il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que ce conseil autorise M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, à collaborer à la rédaction d'une entente avec la municipalité de Cheneville pour le partage des coûts camp de jour, que cette entente soit déposée aux membres du conseil municipal pour adoption lors d'une prochaine séance. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.7, invitation au troisième colloque scientifique de l'ISFOR le 31 mars 2017 à Ripon. Est-ce que Mme Hébert et Mme Craig, est-ce que vous êtes intéressés à y participer? Moi, je suis déjà inscrite. Merci pour moi. Donc, considérant l'invitation de l'Institut des sciences de la forêt tempérée, ISFOR, à son troisième colloque annuel qui aura lieu le 31 mars 2017 à Ripon, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que ce conseil autorise la participation de M. Jean-François David au troisième colloque scientifique de l'ISFOR le 31 mars 2017 à Ripon, que les frais d'inscription de 25 $ et les frais de déplacement selon la politique en vigueur soient imputés au poste budgétaire 02 11 006 310. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.8, nomination d'un représentant pour l'Assemblée générale annuelle de la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau. Considérant qu'il y a lieu de nommer un représentant de la municipalité de Lac-Simon pour l'Assemblée générale annuelle de la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que ce conseil désigne Mme Louise Olrichard, conseillère, pour siéger à l'Assemblée générale annuelle le 21 mars 2017 avec droit de parole et de vote, que les frais de déplacement soient remboursés selon la politique en vigueur. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.9, tenue des réunions de travail plénière. Donc, nous avons reçu de Mme Chantal Crête et Mme Hébert une proposition de résolution et elle nous a demandé qu'elle soit à l'ordre du jour de ce soir. Donc, je vais la lire. Je vais la lire. Donc, attendu qu'au terme des travaux et recommandations de la commission Charbonneau et dans l'esprit du projet de loi 122, les Québécois et Québécoises souhaitent davantage de transparence dans la gestion de leur municipalité. Attendu que nous, les conseillers de Lac-Simon, avons tous fait campagne en promettant avec fierté une gestion municipale plus transparente. Attendu que, dans plusieurs municipalités et villes de la province de Québec, les rencontres des comités pléniers se tiennent devant le public et ou sont enregistrées et diffusées sur le site Internet. Attendu qu'en Ontario, en vertu de la loi de 2001 sur les municipalités, toutes les réunions d'un conseil municipal, d'un conseil local et des comités d'un conseil doivent se tenir en public, exception faite des contenus faisant partie de la liste des exceptions légales
aux réunions de nature publique qui sont qualifiées pour se tenir à huis clos. D'ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, la loi accorde même aux citoyens le droit de demander une enquête pour vérifier si le recours au huis clos est dûment justifié. Attendu que très peu de dossiers discutés au comité plénier et ou en rencontre préparatoire sont en fait de nature confidentielle. Attendu qu'il est possible de recourir à des huis clos pour les rares dossiers qui sont de nature confidentielle. Attendu que les comités pléniers et ou rencontres préparatoires sont, dans l'esprit de la loi, des rencontres pour permettre aux membres du Conseil de proposer, d'échanger, de discuter et de débattre des dossiers à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil, et que ces discussions, même si elles sont parfois vives, sont pour la plupart d'intérêt public. Comme le dit Martin Coiteux, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, on ne veut surtout pas que vos citoyens soient tenus dans l'ignorance de ce que vous voulez faire comme ville. Février 2017, commission parlementaire sur le projet de loi 122. Il est proposé par Mme la conseillère Chantal Crête et appuyé par Mme la conseillère Odette Hébert que, à partir de maintenant, les rencontres du comité plénier ou toute autre rencontre préparatoire des séances du Conseil de Lac-Simon soient enregistrées et diffusées sur le site Internet de la municipalité et que l'ordre du jour de ces comités pléniers ou toute autre rencontre préparatoire des séances du Conseil de Lac-Simon soit publié à l'avance sur le site Internet de la municipalité afin que son contenu soit connu du public. Donc, le vote est demandé. Madame Richard. Monsieur le maire, avec votre permission, j'ai fait une proposition moi aussi. Alors, avant de voter, j'aimerais pouvoir la lire. Je vais vous en passer chacun. Alors, monsieur le maire, vous me permettez de parler. Oui. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais vous lire la proposition que moi je fais. Considérant que le 3 octobre 2014, monsieur le maire a pris la décision de ne plus inviter aux réunions de travail les conseillères Chantal Crête et Odette Hébert avec l'appui des autres membres du conseil, considérant que cette décision était fondée sur des gestes et des actes de ces deux conseillères liés notamment à un bris de confiance, de confidentialité et à une série de dépôts de plaintes non fondés visant à ternir l'image et la réputation de la municipalité de Lac-Simon, considérant que ces deux conseillères ont brisé le lien de confiance avec les autres membres du conseil, considérant que depuis ce temps, ces conseillères n'ont rien fait pour établir ce lien de confiance, considérant que depuis maintenant près de 3 ans, ces conseillères n'ont jamais rien fait pour requérir leur réintégration aux réunions de travail, alors qu'elles ont été invitées à participer à certaines réunions de travail, elles ne se sont même pas présentées à certaines. Considérant que le motif de transparence invoqué dans la proposition de résolution présentée par ces conseillères pour que les réunions de travail, plénières ou rencontres préparatoires, soient rendues publiques est une façon détournée pour forcer leur réintégration à ces rencontres. Considérant que la proposition de résolution présentée par ces conseillères près de 3 ans après leur exclusion, en pleine année électorale, vise de toute évidence des fins strictement politiques ou à tenter de justifier un recours devant les tribunaux aux frais des contribuables de la municipalité. Considérant que l'absence de statut juridique de ces réunions informelles, considérant que pour une municipalité de taille modeste comme Lac-Simon, qui ne présente pas de comité exécutif, notamment vouloir donner à ces réunions informelles un statut public, empêcherait systématiquement les membres du Conseil de traiter
d'informations personnelles ou confidentielles au risque de révéler de telles informations involontairement. Considérant que les séances publiques du Conseil permettent déjà aux membres du Conseil de proposer, d'échanger et de débattre des dossiers à l'ordre du jour. En conséquence, sur ma proposition, il est résolu que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil maintient le statu quo quant à la tenue des réunions informelles de travail. Merci. Merci. Donc, on va demander le vote. Madame Richard? Je suis pour cette proposition. Monsieur Robillard? Je suis pour. Madame Hébert? On vote pour quelle proposition? Pour la deuxième proposition. Selon la première proposition, on va voter quand? On vote dépendamment de ce qui va se passer pour la deuxième proposition. Si on le fait selon le Code Morin. Donc, le Code Morin fait en sorte que, comme Mme Richard a demandé une deuxième proposition, on vote sur la deuxième proposition. Si elle est adoptée, donc à ce moment-là, ça arrête le débat. Si elle est refusée, on va voter. Ça va être l'autre qui vote. OK. Ah bon, je vais poser des petites questions d'abord. Sur la résolution de Mme Houle, on nous reproche qu'une décision était fondée sur des gestes et des actions et puis aussi un bris de confidentialité. Pourriez-vous nous dire exactement c'est quoi ces gestes, Mme Houle, et puis le bris de confidentialité? Pourriez-vous nous dire ce que c'est, en fait? Parce que moi, je n'ai jamais été eu de poursuivi ou quoi que ce soit pour rien, là, en réalité. Alors, c'est quoi le bris de confidentialité et puis les gestes que j'ai posés? Bien, dans le journal La Gazette, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'article, alors ça découle de ça. Oui, mais qu'est-ce que j'ai dit qui est un bris de confidentialité dans ce journal-là? Écoutez, on ne fera pas le débat ce soir. Là, je pense que c'est important. Écoutez, je suis le président de l'Assemblée. Ce que je peux vous dire, c'est que je vous demande de vous référer, comme Mme Richard, de vous référer à l'article de la Gazette et de vous référer également en octobre 2014 au discours que j'ai prononcé suite à ça. Donc, vous voulez qu'on se réfère à un article de la Gazette et le discours dans que lequel plusieurs personnes de la municipalité ont parlé, même M. Robillard et Mme Louise Wood, qui ont été interrogés par les journalistes, et leurs paroles ont également été reportées dans cet article-là. Alors, qu'est-ce que nous, on a dit qui était si épouvantable et qui a un bris de confidentialité? Je vous arrête, je n'ai jamais parlé. Ben là, M. Robillard, je peux vous montrer l'article. Oui, montrez-moi. Écoutez, on ne fera pas de débat. Est-ce que vous votez pour ou contre? J'ai d'autres questions ici. Je vous demande, est-ce que vous votez pour ou contre, madame? Ben, je ne voterai pas tout de suite, j'ai des questions. Je vous demanderai de voter, s'il vous plaît. Mais non, M. le maire, je vais voter quand je vais avoir. Il y a une fonction ici là, qui dit que c'est pour le Madame, débattre. on va laisser Madame Hébert prendre la parole. Bon, alors, 1, 2, 3, 4, 5, le 6e paragraphe. Considérant que le motif de transparence invoqué dans la proposition de résolution présentée par ses conseillères pour que les réunions de travail plénières ou rencontres préparatoires soient rendues publiques est une façon détournée pour forcer leur réintégration à ces rencontres. Pourriez-vous m'expliquer ça? D'où vous sortez ça? Parce que il me semble que notre résolution est bien claire, là, que c'est pour répondre à une volonté de plus en plus présente de la population que les plénières soient transparentes. Écoutez. Bon, là, on nous fait des reproches, alors je voudrais avoir des explications. Oui, on est là. Écoutez, vous avez fait les manchettes de plusieurs articles depuis une semaine ou deux, et vous avez mentionné à l'intérieur de ces articles-là que vous avez l'intention de déposer une injonction. On va attendre votre injonction et à partir de là, il va y avoir une décision qui va être prise par le tribunal. Et si le tribunal est en faveur de votre réintégration, ça va nous faire plaisir de vous réintégrer. Si elle est contre et pas en faveur, à ce moment-là, on va maintenir notre position. Et vous avez eu cette résolution-là lors de la dernière rencontre. Pardon?
la dernière rencontre, on a décidé de ne pas vous réintégrer. Oui, mais ici, là, le considérant dit que la résolution qu'on a présentée, c'est pour réintégrer. Je ne vois pas du tout le lien, moi. Écoutez, c'est Mme Richard qui a fait, elle a fait une espèce d'étape du processus, et à ce moment-là, les considérants sont là. Là, on était rendu au 6e paragraphe. Oui, au 7e, si vous voulez. 8e? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6e, 7, 8, 9e paragraphe. C'est marqué en bas, empêchant les membres du Conseil de traiter d'informations personnelles ou confidentielles au risque de révéler de telles informations involontairement. Il y a des huis clos pour les informations qui sont vraiment personnelles et confidentielles auxquelles on pourrait avoir recours. Alors, c'est pas non plus une vote. Bon, alors, je vais voter contre. Votez contre? OK. Mme Hébert contre. Mme Craig? Bon, premièrement, je voudrais préciser au 10e considérant que les séances publiques... Excusez, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Un instant. Faut que je tienne ça. Bon. Alors, je vais commencer par le 10e considérant. Considérant que les séances publiques du Conseil, c'est ce qu'on est ici ce soir, les séances publiques du Conseil, permettent déjà aux membres du Conseil de proposer, d'échanger et de débattre. Ben, je ne sais pas, là, je ne trouve pas qu'on a eu beaucoup de temps de débattre. Monsieur le maire a coupé la parole à ma collègue Odette Hébert. Il faut savoir qu'on est exclu de toutes les rencontres, de tous les comités, de tout. Alors nous, on n'a pas l'occasion de pouvoir débattre. Le rôle d'un conseiller, d'une conseillère, est de pouvoir participer. On est là pour représenter les citoyens. On est là pour être capable justement de participer et de débattre vivement, si c'est le cas, sur des dossiers. Et on devrait avoir une capacité de pouvoir influencer les décisions au sein du Conseil. Je ferai remarquer, j'aimerais apporter un exemple justement lors du débat auquel on était, pas du débat, mais de la présentation du budget en décembre dernier, où on a été invités. Il y avait une question au sujet de mettre fin à un comité qui existait depuis plusieurs années ici à Lac-Simon, qui était le comité de M. David, et il n'y avait rien de prévu au budget pour faire en sorte que ce comité-là puisse se poursuivre. Alors, c'est une des rares fois comme on était invité, on a pu débattre de la question et finalement, la municipalité, le conseil a décidé de faire en sorte que ce comité-là puisse poursuivre. Donc, comment est-ce qu'on peut faire notre travail d'élu si on n'a pas la possibilité de pouvoir participer à des ateliers de travail, si, outre les documents qu'on a écrits ici, là, c'est tout ce qu'on a pour prendre des décisions. Donc, c'est faux de prétendre, là, ici, là, ce soir, là, tout ce qu'on fait, c'est de voter sur des résolutions. Mais il y a plein d'autres choses qui se passent dans une municipalité. Dans les comités de travail, il y a des orientations, il y a des décisions qui sont prises par rapport à des orientations qu'on va donner à l'administration, à des orientations que la municipalité va prendre par rapport à des décisions qui vont venir plus tard. Bien, nous, on est privés de tout ça. Alors, c'est faux de prétendre que les séances de conseil sont des séances qui vont nous permettre de débattre. Envoyez-vous beaucoup de débats. Si ce n'était pas de moi et Odette, là, il n'y en aurait pas de débat dans les séances plénières parce qu'eux autres, ils votent toujours pareil, puis ils votent toujours puis ils expliquent pas pourquoi ils votent pour ou pourquoi ils votent contre. Deuxièmement, il y a des élections qui s'en viennent bientôt. Ça n'a rien à faire avec les élections. Là. Il y a une tendance populaire, il y a un cynisme de plus en plus qui s'installe dans les populations au Québec, avec la commission Charbonneau, avec ce qu'on a vu hier, là, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont écouté l'enquête. De plus en plus, il y a cette volonté-là d'installer une confiance et rétablir la confiance pour éliminer ce cynisme-là qu'on a actuellement par rapport à la politique. La politique municipale, c'est la politique qui est censée être le plus près de la population, le plus près du citoyen. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme plein d'autres villes? La ville de Gatineau le fait, Prévost le fait, il y a plein de municipalités à travers le Québec qui le font et qui rendent public. Faisons en sorte que nos citoyens soient véritablement au cœur des décisions municipales et faire en sorte que les citoyens soient... Merci, c'est rare qu'on nous soutient. C'est ta gang, hein? Non, allez-y, là. Allez-y, Mme Craig, continuez. Monsieur le maire, je suis désolé. Je suis un citoyen de la Pierreville, moi, à la base. Je suis nouveau. Écoutez, c'est quoi la période de questions? Non, mais je voulais juste savoir, là, pour que je comprenne, c'est quoi? Vous voulez quoi? Mettre vos salles de conseil sur diffusion, qu'on soit capable de les voir sur Internet? Non, il ne veut pas. Vous voulez pas? Diffusion? Non.
Vous voulez pas fusionner. Tu sais, vous voulez pas qu'on visualise qu'est-ce que vous faites, comme vous prenez comme... En plénière. En plénière. Écoutez, vous posez... Non, mais j'avais pas bien compris, c'est pour ça que je pose la question. C'est lors de plénière qu'elle veut que ça soit enregistré. OK, mais ça commence à être en travers du Québec comme ça. Oui. Qu'on ne soit même pas ici, mettons, que dans 2 jours, lundi matin, que toute la salle de conseil soit mise sur Internet, que tout le monde soit capable de les voir. Je crois que c'est rendu une mode de vie d'aujourd'hui, que tout se voit. Écoutez, on va continuer avec madame, puis vous poserez vos questions lors de la période de questions. Allez-y, madame. Alors, je voudrais tout simplement continuer. Puis, je ne suis pas la seule qui dit, là, je pourrais donner énormément de citations, OK? La tendance actuellement au Québec, c'est que les séances de conseil sont rendues tellement aseptisées, hein, parce que justement, tout se décide en dehors, tout se décide derrière des portes closes. Et c'est ce silence-là qu'il faut briser. Il faut briser ça, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas demandé de réintégrer. Là. Il n'y a nulle part dans notre résolution qui demande notre réintégration au sein des comités pléniers. Ce qu'on demande, c'est que la municipalité, c'est que le conseil décide de faire cette ouverture-là auprès des citoyens pour faire en sorte que les citoyens sentent qu'ils font partie, qu'ils commencent à s'intéresser à la politique municipale de plus en plus, qui se sentent... On est là pour représenter nos citoyens. Il faut que les citoyens soient une part importante de nos décisions et qu'ils soient inclus dès le début d'un processus. Alors voilà, et je voudrais revenir au deuxième considérant, au deuxième, au troisième, au quatrième, où on nous accuse de toutes sortes d'affaires. Moi, là, j'ai regardé le rôle et le mandat des élus. Et il y a nulle part là-dedans que j'ai vu que ça fait partie du rôle d'un élu, hein, d'être juge et parti. Hein? Est-ce qu'un élu a le rôle d'enquêter pour déterminer si quelqu'un est coupable de quelque chose? Il y a une organisation pour ça, puis ça s'appelle la Commission municipale du Québec. Et c'est à eux, c'est leur rôle à eux d'enquêter et de reconnaître quelqu'un coupable. Et savez-vous c'est quoi la culpabilité pour quelqu'un qui, disons, aurait divulgué de l'information confidentielle? Est-ce que vous le savez, vous, Mme Hull? Quelle est donc la punition pour quelqu'un qui a dévoilé quelque chose de façon confidentielle? Vous voulez continuer. C'est un maximum de 90 jours et très peu de sentences ont ça. Alors, de nous faire payer pendant 3 ans de temps, là, hein, une exclusion au sein du conseil, et c'est pas juste nous que ça brime en tant qu'élus. Ça brime énormément nos citoyens de Lac-Simon qui sont brimés du travail d'élus qui auraient pu faire des choses et qui auraient pu contribuer à la municipalité. Alors, je vote contre. Merci. M. David? Donc, adopté à la majorité. Je voulais juste mentionner aussi que quand vous parlez de transparence dans votre résolution, effectivement, nous avons parlé de transparence lors de la présentation de notre programme électoral. Et je cite ce que nous avons dit à ce moment-là, c'est qu'on a dit que toutes les réunions du Conseil seront enregistrées. Ces enregistrements-là pourront être consultés sur le site web de la municipalité. L'ordre du jour du Conseil sera disponible avant les réunions. La documentation sera déposée sur le site web. Cela comprend notamment le procès-verbal de la dernière séance du Conseil. Et si vous voulez, madame, je vous ai laissé parler. Laissez-moi parler. C'est sûr que je vais vous laisser parler. OK. Et l'ordre du jour et tous les documents pertinents. Et ce que nous avons fait à ce jour, on a tenu notre engagement en ce sens. Voulez-vous me laisser parler? Oui. Merci beaucoup. Donc, je voulais aussi qu'on se pose la question de la transparence. C'est sûr que la transparence, pour chacun d'entre nous, c'est peut-être différent, mais je voulais juste mentionner la transparence. Est-ce que c'est de savoir, lors d'un comité de travail, qu'un conseiller a une opinion différente des autres? Est-ce que c'est de savoir si un conseiller ne connaît pas un article du Code municipal ou ne se souvient pas d'un article d'un règlement? Est-ce que c'est de savoir si un conseiller n'est pas d'accord avec une opinion d'un fonctionnaire? Ben oui. Ou est-ce que c'est de savoir si un conseiller a mal interprété un document de travail? Eh bien, pour ma part, c'est non. Pour la vôtre, c'est peut-être oui. Mais pour ma part, la transparence, c'est de démontrer que nous agissons de façon responsable, socialement, économiquement et environnementalement. C'est ce que nous avons fait depuis 2013 et ce que nous ferons jusqu'aux prochaines élections, et ça en prenant des décisions qui présentent des caractéristiques des personnalités. Merci. Est-ce que je peux intervenir? Vous pouvez, madame. Alors, premièrement, oui, c'est vrai, puis c'était déjà un bon pas dans la bonne direction par rapport à ce qui se faisait avant. Maintenant, je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin. Cela dit, quand on parle de transparence dans le fait de diffuser les séances de conseil, j'appelle pas ça de la transparence parce que des séances de conseil, c'est déjà de nature publique. Hein? On n'a rien à cacher, c'est déjà de nature publique.
En ce qui a trait aux ordres du jour, je sais, puis je trouve ça extraordinaire qu'en tant que municipalité, on a pu faire ça, puis mettre ça sur notre site web. Et je vous rappellerai que l'ordre du jour du mois de février, l'ordre du jour du mois de mars n'a pas paru sur le site web de la municipalité avant la séance de ce soir. Alors, l'ordre du jour du mois de février et l'ordre du jour de ce soir ne paraissait pas sur le site web de la municipalité, comme vous le dites. Merci. 1.10. Désignation d'un lieu additionnel pour les séances de la Cour municipale régionale. Concernant que la municipalité régionale de Comté des Collines de l'Outaouais et les municipalités de Kentley, Chelsea, l'Ange-Gardien, La Pêche, Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac, Val-des-Monts, ainsi que la municipalité régionale de Comté de Papineau et les municipalités de Boileau, Beaumont, Chénéville, Duhamel, Facette, Lac-des-Plages, Lac-Simon, Laucabert-Canton, Laucabert, Partie Ouest, Maillot, Montebello, Montpellier, Belgrade-Vendéré, Namur, Notre-Dame-de-Bon-Secours, Notre-Dame-de-la-Paix, Papineauville, Plaisance, Ripon, Saint-André-Avelin, Saint-Émile-de-Suffolk, Saint-Six, Tursault et Val-des-Bois, ainsi que la municipalité régionale de Comté de la Vallée de la Gatineau et des municipalités d'Aumont, Bloussy, Bois-Franc, Bouchette, Cayamant, Deléage, Denham, Egan-Sud, Gracefield, Grand-Remous, Casa-Bazois, Lac-Sainte-Marie, L'Eau, Maniwaki, Messine, Mont-Serre-Létune et Sainte-Thérèse de la Gatineau sont partis à l'entente relative à la Cour municipale commune de la municipalité régionale de Comté des Collines de l'Outaouais, considérant que les municipalités parties à l'entente relative à la Cour municipale commune de la MRC des Collines de l'Outaouais désirent modifier l'article 5 de cette entente pour établir un autre lieu où la Cour municipale sera tenue de siéger, tel que le permet l'article 55 de la loi sur les cours municipales. Concernant que les municipalités parties à l'entente de la Cour municipale commune désirent que la Cour municipale puisse siéger sur le territoire de la MRC Vallée de la Gatineau et qu'il y a lieu de désigner l'endroit et l'adresse autre que le seul lieu où la Cour municipale pourra siéger. Concernant que l'article 24 de la loi sur les cours municipales prévoit que lorsque la modification à une entente ne vise qu'à changer d'adresse du lieu où siège la Cour municipale ou à établir tout autre lieu où elle peut siéger, elle peut être effectuée par une résolution adoptée par chacune des municipalités qui est partie à l'entente d'établissement de la Cour et qu'une telle résolution doit être approuvée par le ministre de la Justice. En conséquence, il est proposé par Mme la conseillère Louise Richard et résolu que ce Conseil, par la présente, accepte de modifier l'entente relative à la Cour municipale commune de la MRC des Collines de l'Outaouais afin de permettre que la Cour puisse siéger sur le territoire de la MRC Vallée de la Gatineau au palais de justice de Maniwaki, situé au 266 rue Notre-Dame, premier étage Maniwaki, et résolu que cette résolution soit soumise à l'approbation du ministre de la Justice en conformité avec l'article 24 de la loi sur les cours municipales. Donc, le vote est demandé. Madame Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Madame Hébert? Pour. Madame Crête? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 2. Direction générale, greffe et trésorerie. 2.1. Adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois de février des salaires pour la période du 22 janvier au 18 février 2017. Donc, vous avez reçu la liste. Avez-vous des commentaires, des questions? Oui, monsieur le maire, des commentaires. C'est concernant une question que j'ai posée le mois passé pour les salaires. Bon, j'avais parlé du CDMR. C'est correct que j'ai eu des réponses, mais je n'ai pas eu de réponse pour ce qui est des employés de l'administration. Donc, j'ai essayé de trouver des solutions, là. Alors, parce que là, pour ce mois-ci, c'est 4 semaines, si je comprends bien. Le montant à la semaine, ça fait 6 633 $ par semaine pour les employés de l'administration. En décembre, c'était 6 441 par semaine. Si à 6 441, je mets l'augmentation de salaire qui était de 1,5 %, je pense, c'est ça? Hein? Oui, mais oui. Il reste ça fait 6 538. Donc, il reste encore 100 $ que je n'arrive pas à expliquer. Alors, j'ai une question pour, j'en ai quelques-unes. Est-ce qu'il y a un employé du secteur administratif qui a eu une augmentation? Bien, écoutez, vous avez, comme vous le savez, puis vous avez eu un document, je ne sais pas si c'est le cas, là, mais le document que vous avez reçu fait en sorte qu'il y a des employés qui ont un certain nombre d'années de service, puis il faut pour se rendre au salaire final, il y a quand même une progression dans l'échelle. Donc, je ne sais pas si c'est le cas, mais ça pourrait être un des cas qui a en sorte qu'il y a un employé qui n'est pas arrivé à son maximum, ou à ce moment-là, c'est un employé qui a été
que son salaire a été revu. Est-ce que vous avez ouvert un poste ou un demi-poste ou quelque chose comme ça dans l'administration? Ben, vous avez eu la feuille avec vous lorsque on a adopté la grille salariale. Et à ce moment-là, à ma connaissance, il n'y a pas eu personne qui en a adopté. Là. OK. Comme ça, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a personne qui a eu une augmentation de salaire autre qu'un employé qui aurait eu l'ancienneté puis qui serait monté de niveau. Là. Il y a eu un changement salarial pour une personne à laquelle son poste a été modifié. Et c'est un employé qui a fait vous savez comme moi que lorsqu'on a abandonné le CDMR, on l'a abandonné pour certaines régions. Entre autres, il y avait du travail qu'on ne faisait pas, et surtout en communication. Donc à ce moment-là, la personne qui est en communication actuellement, il y a eu un ajustement salarial. Fait que vous avez comme ouvert un poste, c'est ça? Pas ouvert un poste, c'est qu'on a rajouté à cette personne-là des tâches qui sont différentes de celles qu'elle avait avant. Puis est-ce que vous avez affiché un... Est-ce que vous avez affiché un poste? Est-ce que vous l'avez affiché, ce poste-là? Non, mais ce n'est pas un poste qui a été affiché, c'est un poste. Il n'y a pas de poste supplémentaire. C'est un poste qui a été modifié. Puis c'était comme ça qu'il fallait faire avec les procédures, avec la Convention des employés. Oui. M. Robinson a fait ça selon les étapes de la Convention, pas la Convention des employés, la Convention des employés, effectivement. Le guide des employés, oui. Est-ce que je pourrais en avoir une copie, s'il vous plaît, de cette convention-là? Parce qu'il n'y a pas eu non plus, pour justifier, vous dites que la personne a eu une augmentation de salaire, pour justifier son augmentation de salaire, est-ce qu'il y a eu une résolution? Oui, vous l'avez adopté. On a adopté ça quand? Bien, en décembre, lorsque vous avez adopté le salaire. Quand on a adopté le budget. C'était plus non, dans le budget. Dans le budget, il y avait le salaire également. C'est ça, la grille salariale que vous avez... La grille salariale que vous avez reçue, puis que vous avez reçue il y a une semaine avant, là, puis que vous avez pris connaissance, c'est là que ça a été changé. OK. Alors, j'aimerais avoir la convention d'employés, s'il vous plaît, avoir une copie de la convention d'employés. M. Robinson, voulez-vous le prendre? La politique d'employés, je ne sais pas quoi. Voulez-vous prendre ça en note? Oui. C'est beau. Donc, pour les questions concernant la liste des chèques, vous avez eu de questions? Non, c'est moi. OK, donc je vais mentionner les montants qui sont importants. Donc, municipalité de Chénéville, l'entente bibliothèque 3511,3. Nortrax Québec Inc., entretien et changement de l'huile sur la pépine 2420,60. Service d'excavation Jacques Lérette, concernant le déneigement, 62 293,46. Groupe Content, c'est l'achat d'un VTT, 14 299,43. Radisson Plus, dépôt de 40% sur l'achat de quai, 3 446,95. MRC Papineau, ça concerne le premier versement de la cote-part, 61 218,88. SSQ, Groupe Financier, Assurance Collective, 3 672,34. SSQ, Groupe Financier, Régime de retraite, 7 323,22. M. Robinson, avons-nous des crédits suffisants pour couvrir ces dépenses? Oui. Oui, merci. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que la liste des chèques tels que déposés auprès des membres du Conseil pour le mois de février, totalisant la somme de 175 413,97, portant les numéros de chèques 13 897 à 13 979 soit adoptée. Que la liste des prélèvements totalisant la somme de 23 214,97 soit adoptée pour un montant total des chèques et de prélèvements de 198 628,94 et que la liste des salaires des employés pour la période du 22 janvier au 18 février 2017 soit adoptée pour un montant total de 70 665,55. Que les salaires des élus du mois de février 2017 soient adoptés pour un montant de 7 663,21. Donc le vote est demandé. Madame Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Madame Hébert? Contre. Madame Craig? Contre. M. David? Pour. Adopté à la majorité. 2.2, dépôt des rapports administratifs. Vous avez tous reçu les rapports administratifs. Avez-vous des questions, commentaires? Oui, j'ai des questions concernant Oh non, c'est dans les correspondances, je pense. C'est beau, c'est pendant la correspondance, je m'excuse. OK. 2.3, dépôt de la correspondance, M. Robinson. Donc, nous avons reçu une lettre de la mutuelle de la municipalité du Québec nous annonçant une ristourne de 3 455 $ pour l'exercice financier 2016. Merci.
Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien, vous l'aviez posée. C'est la même que vous avez envoyée, transmise à M. Robinson? Oui. OK, donc nous avons reçu, j'ai pris connaissance, moi, à 5 heures cet après-midi, de votre question concernant les sinistres et les gens de sinistres. Écoutez, le total des primes versées là, sur nos sinistres, c'est pour l'exercice 2013, 2014, 2015. Donc, le total des primes, c'est 224 473. Donc, ça représente par année 41 491. Donc, ce sont nos assurances. Donc, ça se rapporte à que ce soit sur la bâtisse, que ce soit sur les camions, que ce soit sur des personnes qui nous poursuivent. Le total des sinistres pour ces mêmes années-là, c'est de 68 587. C'est la question à savoir, ça comprend quoi le 68 587? M. Robinson a pris connaissance de votre note à 5 heures. Donc, il va vérifier puis il va vous revenir avec ça. OK. Est-ce que ça va passer par la loi d'accès à l'information ou ça va être remis comme ça? Bien, évidemment, la loi d'accès à l'information s'applique au niveau des noms des personnes. Mais pour le type de réclamation qui ont fait l'objet de ce montant-là, ça peut être divulgué. OK. D'accord? Merci. 2.3, gestion financière et ressources humaines. 3.1, demande de Mme Alexandra Perriard pour participer à la formation rédigée pour le web et créée pour être vue, lue et compris. Considérant que l'Université de Québec dans l'Outaouais offre une formation rédigée pour le web et créée pour être vue, lue et compris à son campus sur le boulevard Alexandre Taché à Gatineau, considérant l'importance de la formation et que le volet communication est en développement, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David que ce conseil autorise la participation de Mme Alexandra Perriard à la formation rédigée pour le web et écrire pour être vue, lue et compris le 23 mars de 8h30 à 16h30 à Gatineau et que les frais d'inscription de 395 $ plus taxes soient imputés au poste budgétaire 0213 000454, que les frais de déplacement soient imputés au poste budgétaire 0213 000310. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 3.2. La vente pour taxe, donc c'est le début du processus. Donc, vente pour taxe, dépôt de la liste des immeubles sur laquelle des taxes foncières et des impositions sont dues et autorisation à mettre en vente pour taxe certains de ces immeubles. Donc, vous avez reçu la liste de ces immeubles. Donc, comme je le mentionnais, c'est le début du processus. Donc, considérant que le directeur général et secrétaire trésorier a déposé pour consultation au Conseil un état des dossiers dans lequel les taxes foncières et autres deniers sont dus depuis 2015 et 2016, lequel est daté du 3 mars 2017, afin de satisfaire aux exigences de l'article 1022 du Code municipal de la Province de Québec, il est proposé par M. le conseiller Joël Robillard que le dit État soit et est approuvé par le Conseil et que le secrétaire trésorier directeur général prenne les procédures requises aux fins de faire vendre par la municipalité régionale de comté de Papineau tous les immeubles de la municipalité dont les taxes foncières qui les grèvent n'ont pas été payées. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 3.3, vente pour taxe, autorisation à enchérir. Donc, cette résolution est pour autoriser le secrétaire trésorier ou un représentant à enchérir pour l'acquisition de certains immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes. Concernant que la municipalité de Lac-Simon peut enchérir et acquérir des immeubles mis en vente pour taxes municipales impayées, et ce conformément à l'article 1038 du Code municipal, considérant que certains immeubles seront mis en vente pour défaut de paiement de taxes et selon la résolution qui est adoptée précédemment, concernant que ce Conseil croit opportun d'autoriser le secrétaire trésorier, directeur général ou un représentant à enchérir et acquérir certains des immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes, il est proposé par M. le conseiller Joël Robillard que, conformément aux dispositions du Code municipal, ce Conseil autorise le secrétaire trésorier, directeur général, M. Jocelyn Robinson ou Mme Mélissa Cyr à enchérir pour et au nom de la municipalité pour certains immeubles faisant l'objet de la vente pour défaut de paiement de taxes à être tenu le 8 juin 2017, et ce, jusqu'à concurrence des montants de taxes en capital, intérêts et frais. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 3.4, radiation de comptes. Considérant que certains comptes ne peuvent être recouvrés et que pour certains, la prescription légale est expirée, considérant que les sommes dues sont négligeables par rapport aux procédures judiciaires à entreprendre pour les recevoir, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard
Que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent la radiation de la somme en capital de 5 757,65 telle que déposée par le directeur général et secrétaire trésorier ou son représentant, incluant les intérêts et pénalités y afférents. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? J'aimerais des informations parce qu'il y avait beaucoup de frais pour la désincarcération qui n'étaient pas payés. Qu'est-ce qui arrive là? D'abord, je ne savais pas qu'il y avait autant de désincarcération. Bien, c'est un montant qui date de 2012 à 2013, 2012, 2013, 2014, 2015. Je veux juste vous faire rapport qu'en 2012, on a eu des recettes, on a généré des recettes de 16 051. En 2013, 6 982. En 2014, 12 000. En 2015, 13 323. La désincarcération, ça a été autorisé par le Conseil pour aider à ce moment-là les gens lorsqu'ils ont des accidents ici, étant donné que la police arrive beaucoup plus tard. Le gouvernement nous donne par ces accidents 500 $, et c'est le coût global à ce moment-là qui est imputable. Donc à ce moment-là, si le coût est dépendamment du nombre de personnes, d'intervenants qui est là, c'est de 800 $. Et le coût du gouvernement, c'est de 500 $. Bien, le 300 $, s'il peut ne pas être perçu, à ce moment-là, il doit être radié. Vous savez que la désincarcération, c'est pour tout le monde. Donc, à ce moment-là, la municipalité comme la nôtre, donc il y en a beaucoup de touristes, ça fait en sorte que les gens qui viennent ici, qui ne sont pas résidents, puis il arrive un accident, puis après ça, ils s'en vont. Et à partir de là, on ne peut pas les retracer. C'est pour cette raison qu'on a un montant de 3 508 et 4 sur une période de 2012 à 2015, comme je le mentionnais. Et comme je vous mentionnais tantôt, les recettes pour ces périodes-là ont été de 48 000. 48 000, vous voulez dire, c'est quoi? 48 000 de quoi? Là? 48 000 de recettes. De recettes pour? Pour la désincarcération. 48 000 piastres, mon Dieu, non. Là, c'est pour, comme je vous mentionnais, pour des années de 2012, 2013, 2014, 2015. Bon, je comprends la situation de la désincarcération, mais moi, je vais voter contre pour les taxes foncières comme pour les années passées, parce que je suis contre cette façon de faire. Je pense qu'en tant que conseiller, on doit être juste envers tous les citoyens de notre municipalité, puis tout le monde doit payer leurs taxes. Alors, moi, je vote contre. OK. Donc, contre, Mme Crête. Juste pour revenir sur le dossier de la désincarcération, compte tenu que je comprends là, que ça peut être difficile d'être capable de pouvoir avoir le dû ou de pouvoir aller collecter ces gens-là qui n'habitent pas sur notre territoire. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu à ce moment-là, je ne sais pas moi, de faire pression auprès des instances gouvernementales qui nous donnent juste 500 $ et que ce n'est pas suffisant là, pour justement faire en sorte que les municipalités, on n'ait pas à absorber ces pertes-là? Écoutez, c'est différent dans chaque municipalité, parce que dépendamment où on est situé. À Duhamel, c'est encore plus élevé. Là. Il y a eu une représentation de fait, et le gouvernement, c'est un montant fixe pour toutes les municipalités. Pas juste pour la nôtre. Là. C'est 500 $ par municipalité? Ouais. Non, par sinistre. Par sinistre. Pour toutes les municipalités. Oui, c'est ce que je voulais dire, mais en fin de compte, c'est nous, les municipalités, qui offront ce service, qui devons assumer les pertes si c'était irrécouvrable, oui. Puis, est-ce qu'il donne le même montant, le gouvernement, pour un citoyen qui est résident de l'endroit et un citoyen qui n'est pas résident? Monsieur Robinson? Oui. C'est le même montant? C'est le même montant. C'est le même montant. Eh bien. Et puis, OK, puis par rapport aux radiations, par rapport aux taxes, donc pour la désincarcération, je n'ai pas de problème, là, je peux comprendre le dilemme, mais pour les radiations de taxes annuelles, alors je comprends que je vois ici qu'il y a des montants, je comprends qu'ils ne sont pas élevés, là, on parle de 300 $, 400 $ et ainsi de suite, mais pourquoi est-ce que la municipalité ne s'acharne pas davantage à aller réclamer ces taxes-là auprès de ces citoyens-là? Parce que y a des personnes on voit dans ça qu'il y a des successions. Là, donc à ce moment-là, les successions, c'est assez difficile à un moment donné de percevoir. Il y a des personnes qui sont mortes. Vous avez Phil Laham, je peux le nommer parce qu'il est mort depuis plusieurs années. Donc il va y avoir un certain nombre de dossiers que ça va se régler en fonction des opérations cadastrales qui vont avoir lieu. Bien, je peux comprendre là, quand le délai de prescription légale est expiré. Je peux comprendre aussi là, dans les cas de succession, mais il y a d'autres cas que c'est pas ça. Là. Donc, dans les autres cas, là,
Pourquoi est-ce qu'on ne réclame pas, on ne s'achante pas davantage, on ne les donne pas en recouvrement des compagnies? On l'a fait. OK. Ça a été fait, ça a été envoyé. Et puis, Ben, M. Robinson. ils ne sont pas capables de les réclamer? Ben, c'est ça. Des fois, ils sont partis sans laisser de la trace. On ne peut pas les retracer. Il y a différentes circonstances. Là. Mais oui, systématiquement, on les envoie en recouvrement. On a une agence avec laquelle on fait affaire. Puis quand ils nous indiquent qu'il n'y a aucune possibilité de recouvrer, à ce moment-là, on les donne. OK. Parce que je trouve ça dommage. Là, je ne veux pas encore mettre en place un système à deux vitesses. Je vais quand même voter contre parce que j'ai d'autres questions. Là, OK. M. David? Donc, adopté à la majorité. 3.5, date de la présentation des vérificateurs externes du rapport financier vérifié de 2016. Donc, je vous invite, il va y avoir une assemblée extraordinaire sur la présentation des états financiers vérifiés au 31 décembre 2016, le 7 avril 2017 à 19h, à la salle du conseil de la municipalité. Donc, c'est juste avant le conseil ordinaire. Donc, ceux qui veulent y participer, à ce moment-là, sont les bienvenus. Un avis public sera publié aux endroits prévus et ce conformément à la loi. 4. Communication. 4.1. Aucun dossier à l'ordre. Je peux ajouter quelque chose? Oui. Est-ce qu'on peut ajouter, en plus de l'avis public, que ça sera publié sur notre site web? Je pense qu'on a déjà l'habitude de le faire. Oui. Mais peut-être juste de l'ajouter dans la résolution. Ben, c'est pas une résolution. Ben, dans la... C'est pas une résolution, Non, mais on peut mais- le rajouter. Ouais. 4. Communication 4.1. Aucun dossier à l'ordre du jour. 5. Incendie, sécurité publique et premier répondant. 5.1. Démission d'un pompier, dont vous avez reçu la lettre. Donc, considérant que l'employé numéro 09-01-60 a moins de temps consacré au poste de pompier volontaire, considérant la réception d'une lettre de démission à cet effet, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et résolu que ce conseil accepte la fin à l'emploi de l'employé numéro 09-0160. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 6. Travaux publics et infrastructures. Donc, Mme Hébert, vous aviez un dossier sur la vitesse sur le chemin Tour du Lac. Oui, c'est parce que on s'en était déjà parlé, M. le maire, c'est que la vitesse qui est actuellement marquée ici, là, sur le secteur entre la petite plage puis ici, qui est de 30 km/h, c'est un peu excessif à ce temps-ci de l'année. Puis je sais que c'est possible avec le ministère des Transports de faire une demande pour que ce soit pas toute la même vitesse tout le long de l'année. C'est ça que je voudrais, là, que la municipalité voit les possibilités pour l'augmenter à ce temps-ci de l'année, parce que c'est ridicule, là, puis c'est pas correct que les gens aient d'étiquettes. Il y a cherché l'étiquette? Moi, je connais une personne qui a eu une étiquette la semaine dernière, justement. OK. Donc, M. Robinson, vous prenez ça en note. Vous allez vérifier auprès du ministère. OK. Merci. Merci. Monsieur le maire. Oui. Mais il ne faut pas oublier qu'on a les feux d'artifice samedi. Alors, la vitesse, moi, je pense qu'on ne peut pas jouer de même. On ne peut pas jouer au yo-yo avec le gouvernement, là, la faire monter, la faire baisser, la faire monter, la faire baisser. C'est pour ça que c'est toujours la même vitesse. C'est parce que ça se met, juste pour votre information, c'est comme ça pour les secteurs scolaires. Pendant l'année scolaire, la vitesse est réduite. Puis après ça, ils peuvent la mettre à une vitesse plus normale. Donc ici, je veux bien croire que les feux d'artifice, c'est une journée par hiver. Puis quand il y a beaucoup de gens sur la route, tu sais, comme les feux d'artifice, il y a beaucoup de monde, on fait plus attention, c'est bien certain. Là. Mais je trouve que c'est pas justifié d'avoir ça pendant tout l'hiver à 30 km/h, puis que la police, en plus, a encore fait une donner d'étiquette. Voilà. Nous allons vérifier auprès du ministère, puis après ça, il va y avoir une décision prise par rapport à ça. OK. Donc, 7.2, dérogation mineure numéro 142 concernant l'agrandissement d'un bâtiment accessoire sur le lot 21-B-27 du rang 2 à Lac-Simon dans la zone 28H. Mme Richard. Alors, l'agrandissement de bâtiments accessoires sur le lot 21-B-27 du rang 2 à Lac-Simon dans la zone 28-H. La dérogation demandée a pour but de permettre l'implantation de 2 appentis adjacents à un garage et ainsi avoir une proposition de 215 % en lien avec le bâtiment principal. La norme en lien avec la dimension d'un bâtiment accessoire est que le bâtiment accessoire ne doit pas excéder la dimension du bâtiment principal. Cette demande contrevient à l'article 109.1, deuxième paragraphe du règlement de zonage U12.
Comme prévu à la loi, toute personne intéressée pourra se faire entendre lors de l'Assemblée. Alors, le CCU a suggéré au Conseil de ne pas accepter cette dérogation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à cette dérogation mineure? Personne? Donc, concernant la demande telle que présentée et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, concernant la publication de la demande dans le journal Petite Nation, ainsi qu'aux 2 endroits désignés dans la municipalité par le Conseil, considérant la tenue d'une consultation publique relative à la demande de dérogation mineure numéro 143, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard que ce Conseil accorde... C'est la 142, c'est ça qui est à 143. Que ce Conseil refuse la dérogation mineure numéro 142 concernant l'agrandissement d'un bâtiment accessoire sur le lot 21-B-27 durant 2 à Lac-Simon dans la zone 28H. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. Le refus. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Moi, c'est parce que je ne peux pas voter. Là, je ne sais plus comment il faut que je vote, là, pour ou contre, là, parce que j'ai pas l'information. Pour moi, c'est comme un vote que je ne peux pas faire. Là. Ça fait que je vote comment, là? Je vote pour, contre, ou je ne sais plus. Contre. C'est le refus, donc vous êtes contre. Contre. Ben, c'est déjà un refus. La proposition est un refus. Donc, on vote pour. Vous êtes pour le refus. Ah non, attends. Pour le refus. C'est pour le refus. La résolution se lit ainsi, là, que ce Conseil... C'est comme une double obligation. Que ce Conseil refuse la dérogation mineure numéro 142 concernant l'agrandissement d'un bâtiment accessoire. Donc, c'est un refus. Est-ce que vous êtes pour le refus ou contre le refus? Je ne peux pas prendre une décision sur la résolution. Je vote contre parce que je n'ai pas l'information. Alors, comment est-ce que je vote contre? OK. C'est ça votre entente. Donc, Madame Ben, moi aussi, je veux dire, pour les dérogations mineures, je suis désolée pour les citoyens, mais comme je n'ai aucune information, qu'on on ne participe pas aux délibérations et aux arguments, qu'on ne peut pas apporter notre grain de sel, je vais voter contre. et M. David, pour le refus, donc adopté à la majorité. 7.3, dérogation mineure numéro 143 concernant l'agrandissement d'un bâtiment principal sur le lot 29-1 durant 2 à Lac-Simon, dans la zone 34H. Mme Richard. Alors, la demande pour la dérogation numéro 143, c'est l'agrandissement d'un bâtiment principal sur le lot 29-1 durant 2 à Lac-Simon dans la zone 34H. La dérogation demandée a pour but de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal dans la marge riveraine face au lac. L'empiètement demandé est de 2,89 mètres dans la marge riveraine pour effectuer l'implantation de l'agrandissement à 12,11 mètres de la rive du lac. La norme pour l'implantation d'un bâtiment principal en marge d'une rive est de 5 mètres excédant de la limite extérieure de la rive du lac. Cette demande contrevient à l'article 94 du règlement de zonage U12. Comme prévu à la loi, s'il y a du monde dans la salle qui veulent en parler, vous êtes les bienvenus. Alors, le comité du CCU recommande d'accepter cette dérogation. Donc, quelqu'un qui veut intervenir? Personne? Donc, concernant la demande telle que présentée et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, concernant la publication de la demande dans le journal Petite Nation ainsi qu'aux 2 endroits désignés dans la municipalité par le Conseil, concernant la tenue d'une consultation publique relative à la demande de dérogation mineure numéro 143, il est proposé par Mme la conseillère Louise Ulrichard que ce Conseil accorde la dérogation mineure numéro 143 concernant l'agrandissement d'un bâtiment principal sur le lot 29-1 durant 2 à Lac-Simon dans la zone de 34H. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour les mêmes raisons contre. Mme Craig? La même chose contre. M. David? Pour. Adopté à la majorité. 7.4, octroi de contrat pour évaluation environnementale, sites municipaux, phase 1. Donc, comme vous le savez, lors de la présentation des états financiers l'année passée, le vérificateur nous avait mis une note à l'effet qu'on doit évaluer nos sites et c'est en fonction de la loi du gouvernement. Donc, à ce moment-là,
on n'avait pas l'argent à ce moment-là. Là, on l'a mis dans notre budget. Donc, c'est pour la raison que nous adoptons cette résolution-là ce soir. Donc, considérant qu'à compter du 1er janvier 2015, la norme comptable SP 3260, passif au titre des sites contaminés est entrée en vigueur, considérant la résolution 273-09-2016, indiquant au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire que la municipalité procédera en 2017 aux études techniques et évaluations nécessaires à l'application initiale de cette norme, il est proposé par Mme la conseillère Louise Aude-Richard que ce conseil accepte l'offre de services professionnels pour l'évaluation environnementale de site phase 1 à Assisto pour un montant forfaitaire de 2 780 plus taxes et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 47 000 523. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Ça, c'est la phase 1. Est-ce que cette année, on fait la phase 2? Y a-t-il d'autres phases? Non, c'est-à-dire que la phase 1, si elle dit que nos sites ne sont pas contaminés, on va savoir arrêter là. Et si elle dit qu'il y a un site contaminé, là, on va devoir aller en phase 2. Puis là, ça va être la décontamination ou autre chose. Si jamais ça arrive là. Puis je voulais dire, je suis contente que la compagnie Assisto soit une entreprise locale. Et puis, j'ai figuré qu'on n'était pas allé en appel d'offres parce que le montant n'est pas assez élevé. C'est ça? Alors, je vote pour. Merci. Madame Craig. Petite question. Alors, ce qui veut dire que donc, parce que ça, c'est une obligation, là, maintenant, là, cette norme-là, cette norme comptable. Alors, ça veut dire que ça, c'est, j'imagine, c'est comme un inventaire de tous les terrains qu'on pense pourraient être contaminés. Non, c'est que dans la norme comptable, il est spécifié comme quoi la municipalité doit faire une évaluation de ses terrains, les terrains municipaux, pas les terrains privés. C'est ça. Donc, on a un ordre de 3 endroits. C'est ces endroits-là qu'on va les faire. OK, donc on est obligé de tous les faire. Oui. Tous les terrains, pas juste ceux qu'on suspecte qu'il y aurait une possibilité. Non. C'est tout, automatique, c'est tout. Oui. Ah, OK, je ne savais pas. OK, bon, bien, merci. Alors oui, je vais voter pour. Je salue moi aussi le fait que c'est une compagnie locale. Merci. Mme Craig est pour. M. David, pour adopter à l'unanimité. 8. Collecte et disposition des matières résiduelles. 8.1. Aucun dossier à l'ordre du jour. 9. Développement durable et économique. 9.1. Aucun dossier à l'ordre du jour. 10. Événements touristiques, culturels et activités physiques. 10.1. Événement Beach Party du 4 mars 2017. Donc, je vous invite à venir en grand nombre à notre événement demain soir, demain dans la journée. Donc, ça va commencer à 13h. Ça va se terminer par les feux d'artifice à 20h. Donc, le calendrier de la journée présenté est disponible sur le site Internet de la Corporation des loisirs et des arts de la culture, ainsi que celui de la municipalité. 10.2, demande de passage sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon pour l'événement Le Tour de la destination BMR Groupe Yves Gagnon 2017. Donc, comme par les années antérieures, il va y avoir à ce moment-là le tour à vélo. Considérant que dans le cadre de l'événement Le Tour de la destination BMR 2017, la municipalité de Lac-Simon doit autoriser une demande de permis d'événement au ministère des Transports du Québec afin de circuler à vélo sur notre territoire pour l'édition 2017 qui se déroulera le 10 juin 2017. En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise Mme Mélissa Brousseau, responsable de l'événement, le Tour de la destination BMR 2017, à faire une demande de permis d'événement au ministère des Transports du Québec afin de circuler à vélo sur notre territoire pour l'édition qui se déroulera le 10 juin 2017. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Mme Craig. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 10.3, demande de mandat de signature d'entente avec la Corporation des loisirs de Papineau pour l'événement Le Tour de la petite nation BMR Groupe Yves Gagnon 2017. Considérant que dans le cadre de l'événement jour JBMR, la municipalité de Lac-Simon doit mandater M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier pour signer l'entente de participation à l'événement Le Tour de la petite nation BMR Groupe Yves Gagnon 2017 au nom de la municipalité de Lac-Simon pour une durée de 1 an, soit pour l'édition 2017 qui se déroulera le 10 juin 2017. En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon mandate M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, pour signer l'entente de participation à l'événement Retour de la petite nation BMR, groupe Yves Gagnon 2017, au nom de la municipalité de Lac-Simon pour 1 an, soit pour l'édition 2017 qui se déroulera le 10 juin 2017. Donc, le vote est que l'engagement en service s'applique uniquement pour les services rendus sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon. Le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Craig. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. 10.4. Demande d'affichage sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon pour l'événement Le Tour de la petite nation BMR Groupe Yves Gagnon 2017
Considérant que dans le cadre de l'événement, le tour de la petite nation BMR Groupe Yves Gagnon 2017, la municipalité de Leximont doit autoriser l'affichage à partir du 15 avril 2017 sur notre territoire pour l'édition 2017 qui se déroulera le 10 juin 2017. En conséquence, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard et résolu que le conseil de la municipalité de Leximont autorise Mme Mélissa Brousseau, responsable de l'événement, le tour de la petite nation BMR Groupe Yves Gagnon 2017 à afficher à partir du 15 avril 2017 sur notre territoire pour l'édition 2017 qui se déroulera le 10 juin 2017, et ce, tout en respectant le règlement d'affichage de la municipalité de Leximont. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 10.5. Débourser d'un montant de 300 pour le jour J BMR à la suite de l'entente. Considérant l'entente avec le trou de la petite nation BMR Groupe Yves Gagnon 2017, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que ce conseil autorise un déboursé de 300 pour l'année 2017 et ce, tel que prévoit l'entente, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 70 170 971. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Frey? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 10.6. Autorisation à faire une demande de subvention et de donner un mandat à M. Jean-Guy Paquin pour la réalisation d'un panneau d'interprétation historique. Donc, on voudrait continuer nos panneaux. Considérant que la municipalité désire procéder à la conception d'un panneau d'interprétation historique qui serait installé au stationnement de la plage municipale, près du secteur où il y aurait eu la première chapelle et le premier cimetière de notre municipalité. Considérant que M. Jean-Guy Paquin a déjà réalisé plusieurs panneaux pour la municipalité de Leximont, considérant la soumission obtenue au coût de 500 $, il est proposé par M. le conseiller Gilles Robillard que ce conseil autorise une dépense de 500 $ à M. Jean-Guy Paquin pour la réalisation d'un panneau d'interprétation historique qui serait installé au stationnement de la plage municipale près du secteur où il y aurait eu la première chapelle et le premier cimetière de notre municipalité, que ce conseil autorise des dépenses reliées à la conception et l'installation du panneau et que ces dépenses soient imputées au poste budgétaire 02 70 259 522, qu'une demande de subvention soit effectuée au fonds culturel de la MRC de Papineau. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Mme Craig? Oui. Oui, c'est vous? Pour. M. J'ai David? compris, Mme Craig. Crête? M. David? Adopté à l'unanimité. 11. Politique familiale et des aînés. 11.1. Suivi de la politique familiale et des aînés. M. David? Oui, rapidement, pour vous dire que à la suite de la réception d'une lettre du ministère que j'ai préparée avec le directeur général, le ministère a approuvé la demande de prolongation du délai. Vous verrez, il y aura une résolution à cet effet un petit peu plus tard. Je voudrais signaler également que la consultation publique qui avait été annoncée s'est tenue. Personnellement, j'étais un peu déçu du nombre de personnes. Mais pour ceux qui ont assisté, je les remercie beaucoup. C'est réellement apprécié. On a reçu quand même si le nombre était petit, on a reçu des commentaires très valables qui nous permettra selon le consultant qui nous aide à pouvoir formuler une politique des aînés qui soit de bonne qualité. Donc, encore une fois, un gros merci. Si des citoyens qui n'ont pas pu assister à la rencontre désiraient faire des commentaires, je vous encourage à le faire. Vous êtes les bienvenus. Vous pourrez envoyer vos commentaires à la municipalité, à l'attention du DG, qui m'y fera parvenir. Je vous remercie beaucoup. Merci. Donc, on va adopter la résolution pour la prolongation. Donc, 11.2, prolongation pour compléter la réalisation de la démarche MADA. Concernant la demande de prolongation pour compléter la réalisation de la démarche MADA, concernant la confirmation de la recevabilité de notre demande par le secrétariat aux aînés, considérant qu'un addenda à la convention d'aide financière devra être obtenu et signé, il est proposé par M. le conseiller Jean-François David et résolu que ce conseil confirme sa demande de prolongation jusqu'au 4 septembre 2017, que la municipalité s'engage à réaliser la démarche MADA dans ce délai,
que M. Jacques Maillet, maire, et M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, soient et sont autorisés à signer tous les documents afin de donner suite à la présente résolution. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Pour. M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. Donc, 12 divers, 12.1, aucun dossier à l'ordre du jour. 13, période de questions des citoyens. Si vous voulez poser la question, vous devez vous nommer. Vous levez, vous nommez, et à ce moment-là, et poser votre question. Oui, monsieur. Moi? Okay. Luc Poupard, chemin de la Presqu'île. Oui. Pardon. La question, c'est pour la conseillère, Mme Crête. Oui. Ben oui. Alors, moi j'ai remarqué, puis on a d'autres qui ont remarqué, vous faites la promotion présentement d'une mesure pour instaurer l'élection du préfet de la MRC de Papineau au suffrage universel. Vous avez signé la pétition dans ce sens-là. D'ailleurs, on voit les commentaires à côté de votre signature. Il y a des articles de journal, le fait que vous faites partie des fondateurs d'un groupe de discussion qui s'appelle Vision Papineau. Et je me pose une question en ce qui a trait à votre rôle comme conseillère municipale de Lac-Simon. Puis je m'explique. Puis il y a peut-être des gens qui ne savent pas ici. Dans le système actuel, ce sont les maires qui élisent. Et c'est un système que si j'étais citoyen de Saint-André-Avelin, j'aimerais pas ça pantoute. Je trouverais ça antidémocratique. Qu'est-ce que vous te dire antidémocratique? Ben, c'est parce que dans votre site web, Vision Papineau, il y a un document qui s'appelle les avantages puis les inconvénients. Et dans les inconvénients, on passe sous silence un inconvénient pour Lac-Simon, à savoir le poids démographique. On n'en parle pas du tout. On parle du coût, on parle du caractère irréversible, mais on ne parle pas du poids démographique. Présentement, je vais vous donner un exemple. Ce sont les maires qui votent. Alors, le maire de Lac-Simon, toute petite municipalité du Nord, a un vote. La mairesse de Saint-André-Avelin en a 2. Alors que le maire de Lac-Simon, lui, représente à peine 4 % de la population de la MRC et que la mairesse de Saint-André représente 16. Ben, manifestement, il y a un déséquilibre, mais qui nous est favorable à nous. Alors, c'est un avantage. Dans un deuxième cas, présentement, dans le système actuel, les maires des petites municipalités du Nord peuvent se concerter. Alors, le maire de Duhamel, petite municipalité, le maire de Lac-Simon, petite municipalité, le maire de Chénéville, petit village, qui n'ont pas les mêmes réalités que le Sud. Là. On n'a pas de service, on n'a pas d'égout, on n'a pas d'aqueduc, on n'a pas d'aréna. On n'a pas les mêmes priorités budgétaires, on n'a pas les mêmes besoins à de nombreux égards. Il y a des choses qu'on a les mêmes besoins, mais il y a des places qu'on n'a pas les mêmes besoins. Ces 3 maires-là, ils se mettent ensemble, puis avec une population combinée inférieure au maire ou à la mairesse, dans le cas présent de Saint-André-Avelin, ils ont plus de poids. Là, ils sont plus pesants. Alors, cette concertation-là, s'il fallait que cette mesure-là passe, c'est un avantage qu'a Lac-Simon qu'on perd. S'il fallait qu'on devienne dans une situation où c'est la représentation, c'est-à-dire à scrutin universel, on perdrait ces avantages-là. Ils sont peut-être indus, mais on les a. Alors moi, ma question, vous êtes conseillère de Lac-Simon. Vous avez été élu pour veiller à nos intérêts. En quoi vous nous représentez lorsque vous faites la promotion d'un système qui va nous faire perdre des avantages qu'on a présentement, même si d'autres peuvent dire que ce ne sont pas des avantages qui devraient exister, en quoi vous nous représentez dans votre chaise? Dans cette chaise-là, vous êtes supposé nous représenter. En quoi vous nous représentez quand vous dites, oui, Lac-Simon a des avantages dans un système qui est déséquilibré. Je suis conseillère de Lac-Simon et moi, je fais la promotion des enlever, ces avantages-là. Parce que dans un système universel, il y a 3 municipalités qui vont décider. Les 3 qui ont la plus grosse population. Il y a un déséquilibre de population, ils manifestent. Alors, comment vous pouvez prétendre que vous me représentez ici à Lac-Simon quand vous dites, moi, là, je fais la promotion de quelque chose qui va vous enlever de quoi aux citoyens de Lac-Simon? Bon, premièrement, on ne met pas de l'avant. On a lancé un débat sur la place publique. On n'est pas porteur de cette idée-là. On est porteur d'un débat. Vous avez signé la pétition, madame? J'ai signé la pétition. Vous avez dit, je la veux, moi, la représentation. Est-ce que vous voulez que je vous lise ce que vous dites aussi avec votre vote? Vous pouvez très bien la lire, mais écoutez, M. Poupard,
Vous avez le droit de faire valoir votre opinion. J'ai aussi le droit de faire valoir la mienne. C'est pas parce que je suis conseillère que je n'ai plus d'opinion. Je voudrais tout simplement dire, vous faites valoir un point, que dire que la municipalité de Lac-Simon soit désavantagée. Moi, je peux vous donner plusieurs autres arguments qui montreraient à quel point la municipalité de Lac-Simon pourrait être avantagée. Le fait, d'avoir un préfet qui travaillerait à 100%. Pour le Sud, madame. Pour le Sud, il va être élu pour le Sud. Il va être élu par c'est mathématique, madame. Universel. Vous ne nous représentez pas, madame. Écoutez, on ne fera pas de débat ce soir. Vous avez raison, monsieur le maire, mais vous ne nous représentez pas, madame. Non. C'est mathématique. On ne fera pas de débat ce soir, monsieur. OK, merci. Avez-vous d'autres questions dans la salle, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Bonjour. Oui. Mon nom c'est Éric Huberdeau. Oui. J'aimerais savoir quand Quelle adresse? Pardon? Votre adresse, s'il vous 1166, l'île du Canard Blanc. Merci. J'aimerais savoir, tantôt vous parliez des désincarcérations que vous chargiez, que le gouvernement vous donne 500 pour, c'est pas juste pour une désincarcération, c'est 500 pour tout accident de la route ou que notre autopompe quitte la caserne avec un kit de pince à bord. Êtes-vous d'accord? Allez-y. Il faudrait demander à M. Robinson, c'est quoi le principe? Là? Le principe, c'est que la Société d'assurance automobile du Québec, c'est un petit peu plus que 500 $, mais c'est par véhicule impliqué dans une collision, un accident, qui a nécessité de limiter des incarcérations. Qui n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'une décarcération obligatoirement. Je suis pompier de métier, c'est-à-dire automatiquement, quand vous avez un accident de la route, vous pouvez la facturer le 500 $. Que ça soit juste des frottages de bumper ou n'importe quoi, la seconde qu'il y a une carte d'appel qui est ouverte pour un accident de la route, la municipalité a le droit de la facturer à 100%. Il y a beaucoup. Mais non, il vient de dire juste quand c'est des incarcérations. Je vais vérifier avec notre chef. Regardez, je vous dis, c'est automatiquement quand il y a un accident de la route. Puis après ça, M. le maire, vous parliez, quand il y a des frais additionnels, mettons, des fois, c'est une petite municipalité, vous pouvez répondre à 4 pompiers sur un accident de la route, ou des fois, vous pouvez aussi bien répondre à 12 pompiers sur un accident de la route. C'est sûr que la dépense de la ville n'est pas pareille pour 4 ou pour 12. Comment vous faites? Vous dites que vous filez la facture à des gens qui ne sont pas payeurs de la taxe de la municipalité. C'est normal que vous envoyez une facture. Mais est-ce que vous avez des frais fixes pour ça? Ou vous dites, bien, aujourd'hui, il y a 8 personnes, la municipalité, elle a reçu 500 $, la différence coûte 300 $, vous envoyez 300 $, ou vous avez des frais d'établis pour dire, chaque accident de la route, qui n'est pas un payeur de taxes de la place, on charge 400 $, ou parce que vous avez plus de personnel, on charge 800. Comment ça fonctionne? Écoutez, dans le fond, quand on fait la désincarcération, quand on fait un feu, on s'envoie un feu, oui, automatiquement, le pompier est payé 3 heures. Oui. Donc, peu importe s'il fait 12 heures, il va être payé 3 heures. Ça, je suis d'accord. Si, à ce moment-là, une personne fait 6 heures, il va être payé 6 heures. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça ma question. C'est quoi? Mettons, moi, là, pas payeur de taxes d'ici. J'ai un accident, il y a un face-à-face, vous venez, vous désincarcérez. Il y a 4 pompiers qui se présentent. Ça coûte 500 $. Oui. 500 $ est remis par la société. Est-ce que je reçois une facture? Et si c'est, je ne pense pas. Si c'est 500 $. Non, je pose juste une question. Non, mais je peux-tu vous répondre? OK, oui, allez-y. Ce que je vous dis, c'est que moi, je ne le pense pas, mais je vais le vérifier vis-à-vis de notre directeur général. Je vais poser une autre question. Un autre incident pareil, il y a 7 pompiers qui se déplacent au lieu de 4. Puis là, ça coûte 1200 $ à la municipalité en salaire. Est-ce que je reçois une facture de 700 $ pour payer la différence? Ben écoutez, il faudrait vérifier, c'est technique. Je sais qu'il y a un règlement qui s'applique. Non, mais c'est parce que tantôt, vous parliez de faire des abolitions de taxes sur des incidents qu'il y avait eu de désincarcération et ces choses comme cela. Oui. C'est pour ça que je posais la question. Oui. C'est une radiation de compte qu'on a adoptée tantôt. Parce qu'au Québec, on est obligé d'être assuré de responsabilité civile, qu'on a toute une assurance, que c'est couvert par automatiquement. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, quand que la ville ne fait pas une assistance, ne demande pas, premièrement, vous l'avez le numéro de plaque, puis vous ne demandez pas la preuve d'assurance pour envoyer directement la facture à l'assureur. Parce que c'est une loi au Québec d'avoir une responsabilité civile. Mais je ne comprends pas pourquoi, que 4-5 ans plus tard, vous essayez
de recourir à des frais que vous avez eu le droit de bien des années. OK. Bon, Je m'excuse, j'ai 27 endroits, là. Nommez-moi là. Il n'y a aucune obligation. Moi, je suis chevalier de colombe ici, là, puis quand il y a des incendies, j'ai un paquet de monde pas assuré, des pauvres, puis on fait des corvées. Il n'y a pas de loi, ni dans le Code civil, ni dans les statuts du Québec, qui obligent les gens à avoir une assurance. Automobile? Je suis désolé. Non, mais vous allez parler de responsabilité Civile, avec un véhicule. Là, on parle de oui, mais le passager désincarcération. qui est assis en arrière, là, parce que là, vous êtes technique, là. Le passager qui est assis en arrière, c'est peut-être pas un conducteur, il n'est pas assuré, il faut le désincarcérer. Non, mais la plaque, elle l'est, elle. Oui, bien, monsieur, on ne débattra pas votre question ce soir. Là, on va la prendre en note. Puis, si jamais vous voulez, vous donnerez votre numéro de téléphone à monsieur le directeur général. Pour qu'elle ait des troubles à recourir des frais, on est que vous soyez en droit, n'importe quoi. Parce que j'ai envoyé une facture de 2000 $, collecté 200, on n'est pas d'avance, là. OK. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, j'aimerais savoir Je autre vous chose. poser la question, si vous donnez votre numéro de téléphone à Oui, M. y a pas de problème. Robinson. Vous avez un excellent service incendie, ces choses-là. J'ai pu voir que vous n'avez pas de sauvetage de plan d'eau. Surtout que le lac Simon, la majorité de ses revenus, je crois, est en utilisant le plan d'eau, où ce que le service incendie n'est pas formé pour des sauvetages de plan d'eau et ni des sauvetages sur glace. Oui. Qui arriverait souvent un incident de ski, un incident de silou. Il n'y a aucune personne qui est formée pour faire le sauvetage. Parce qu'un ambulancier n'a pas le droit d'aller sur un bateau, n'a pas le droit d'aller sur un plan d'eau. Oui, L'ambulancier doit rester sur la terre ferme. Oui, on comprend tout ça, monsieur, mais je vais vous répondre rapidement. C'est que dans le fond, on a des pompiers qui sont volontaires ici. Oui. Ce sont des pompiers, vous avez vu comme moi, qu'il y a eu une démission actuellement. Je suis d'accord. Et vous avez des pompiers qui vont venir, puis il y a d'autres pompiers qui vont partir. Ils viennent ici, à ce moment-là, souvent pour lorsqu'ils sont ici, qui sont résidents ici. Souvent, ils vont devoir aller travailler ailleurs et à partir de là, ils vont devoir s'en aller. Et à partir de là, ça coûte extrêmement cher. La formation. Je suis d'accord, monsieur. Et à partir de là, ce on a décidé de le donner à Papineauville, qui sont tous formés pour ça. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive, c'est Papineauville qui nous dessert. Peut-être que vous devrez le mettre sur votre site Internet, parce que quand on lit la rubrique incendie ou sauvetage, la ville ne l'a pas. Non. Mais c'est pas inscrit comme quoi vous êtes desservi par Papineauville non plus. Fait qu'on prend ça en note. Avez-vous d'autres questions, monsieur, pour les incendies? Non, merci. OK. Oui, madame. Bonjour. Mélanie Brault, chemin Tour du Lac. Oui. Durant la séance ordinaire du 7 octobre 2016, j'apprends qu'une résolution a été adoptée concernant un terrain du domaine de l'État situé sur le chemin du Tour de Lac. Oui. On dit que la municipalité veut redonner une vocation publique à impact environnemental faible et à un endroit stratégique par rapport à l'île Canard-Blanc. Alors, pouvez-vous décrire le projet proposé? Il n'y en a pas de projet, madame. Est-ce que vous allez consulter le public avec ce projet? Non, il n'y en a pas de projet, madame. Et c'est quelle adresse, justement? C'est l'ancienne chapelle, où elle était l'ancienne chapelle. Ça a été, vous aviez raison qu'on avait pensé à ça, Oui. mais il y a eu des personnes qui ont dit qu'ils ne voulaient pas avoir rien sur ce terrain-là, donc il n'y a rien qui va se produire sur ces terrains-là actuellement. Ce qu'on a demandé, par contre, à la MRC, c'est si jamais eux décident de le vendre, parce que c'est pas à nous, d'en être informés pour qu'on soit au courant de ce qui va se passer. Mais actuellement, on n'a aucun projet sur ce terrain-là. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Fait qu'on va proposer la fermeture. Une question, il y a un monsieur. Oui, monsieur. Merci de me donner de votre attention. Je sais qu'il se fait tard, je vais essayer d'être Pas grave. Votre nom? Stéphane Boudria, et puis je suis résident de l'île, on se connaît un peu. Comme nouveau résident ici depuis 2 ans maintenant à l'île du Canard-Blanc, au 62. Donc, mon manque d'éducation dans l'île du Canard-Blanc, je m'en excuse et je ne vais certainement pas partir un débat ce soir. On me demande à moi de poser une question, et puis dans le fond, je la pose en mon nom, mais on m'informe un peu du dossier. Si on navigue un peu l'Internet, on se rend compte qu'il y a des terrains à vendre présentement pour le milieu de l'île. Je sais que c'est un débat qui est échaudé. On parle de 34 terrains qui auraient été mis en vente, et puis le projet est proposé pas par la municipalité du tout, mais par la personne qui le met à vendre, comme étant possiblement
une construction de 34 chalets dans le milieu de l'île. Et puis avec ça, un accès pour des chalets qui seraient comme en location éventuellement. Je sais que cette question-là elle a déjà été apportée à votre attention dans les années antérieures et sûrement débattue à maintes reprises. Ma question est un peu s'il y avait eu, je sais qu'il y avait eu un moratoire qui avait été imposé. Il y avait une pétition qui avait été circulée dans le temps en bonne et due forme, je crois. On me demande ici, et je demande en mon nom, un peu le moratoire avait été imposé parce qu'on avait demandé si une étude de capacité avait été faite pour la construction des 34 chalets dans le milieu de l'île. Et puis je pense que dans le temps, mais je ne connais pas les fondements du dossier, c'était un facteur décisif sur le moratoire. Et puis c'est de là que ça avait arrêté un peu le projet. Fait que les résidents de l'île du Canard-Blanc, moi inclus, on était juste un petit peu inquiets de voir du renouveau, si vous voulez, et puis les terrains à vendre soudainement. Ça a fait comme un onde de choc un peu. On vient de la ville, nous. On adore votre municipalité, puis on est bien content de venir, de payer nos taxes puis de venir pendant l'été. On fait juste, c'est sûr qu'on s'est fait emplir de beaucoup d'informations. Là, puis nous, comme nouveaux résidents, on veut partir avec une belle page blanche et neuve. C'est juste un peu comme citoyen inquiet ce soir que je viens voir. Et on avait parlé d'un énorme quai. Puis je me demandais si la vente des terrains était complètement indépendant de vous, ou est-ce qu'on va revenir à la charge pour vous voir, pour obtenir le permis de construction? On parlait ici de zones humides et puis de moratoires puis d'études. Est-ce que vous en êtes au courant? Est-ce que le constructeur futur ou le vendeur vous a approché pour ça, ou c'est beaucoup trop préliminaire? Bien, écoutez, ça date de plusieurs années. Ouais. Hein? Ça date de 2010. À l'époque où M. Filion a voulu vendre ses terrains en deuxième rangée. Puis, ça a tout été loti, donc c'est 34 terrains, effectivement. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé de faire en sorte de trouver d'autres solutions. Parce que moi-même, je me suis impliqué dès 2010 pour essayer de trouver des solutions. À ce moment-là, on avait demandé un moratoire pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une solution acceptable de la part de tout le monde. Vous vous en souvenez qu'il y a eu, premièrement, M. Fillon avait créé un site informatique pour suggérer à ce moment-là de vendre des billets. Ça n'a pas marché. Après ça, il y a eu, ça c'était en 2013, il y a eu un tirage qui a été organisé par l'organisme, puis ça n'a pas marché. Après ça, en 2014, la Fondation a demandé parce qu'ils ont créé une fondation, à la MRC d'entreprendre des démarches d'un programme d'échange de terrain, parce qu'on avait d'autres terrains, surtout qui étaient intéressants à l'UML à cette époque-là. Et encore là, l'échange n'a pas fonctionné. Après ça, il y a eu... on a essayé de faire avec la MRC qu'il y ait une offre concernant un don écologique. Ça n'a encore pas marché. Il y a eu une rencontre avec il y a une association de propriétaires. Moi, je leur ai dit, écoutez, là, nous, on peut plus rien faire si, à ce moment-là, s'il y a le droit de le vendre, ils ont le droit de le vendre, parce que ça date pas de notre époque, là, ça date de 2008, 2007, 2008. Et on a tout fait pour essayer de faire en sorte que ça change de vocation, puis il n'y a rien. Si vous trouvez une solution, moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais on a investi depuis 6 ans, on a travaillé depuis 6 ans, que ce soit auprès du ministère, que ce soit auprès de la MRC, que ce soit auprès des jeunes. Puis, on n'a pas trouvé d'autres solutions. Je vous remercie pour le travail. Puis c'est comme citoyen concerné ce soir, et certainement d'un nombre positif que je viens vous voir, et puis certainement pas d'un ton accusateur. Non. Je connais l'historique, puis je vous remercie parce que ça a fait partie du fait que ça a limité la progression, du moins. On a rendu un bâton d'un roues en bon franglais. Puis je me demandais si peut-être qu'à la charge, mais ça serait aux citoyens, c'est ça, parce que cette étude-là semblait avoir un peu un poids. Et puis, est-ce que c'est quelque chose que, si les terrains se vendaient demain, si j'avais magiquement $1 million, puis j'achèterais les terrains au coût de 900 000 $, est-ce qu'après ça, je présume que la personne qui prendrait en charge viendrait cogner aux portes de la municipalité pour obtenir des permis en bonne et due forme pour construire? Et puis, c'est de là que les études... Fait que cette personne-là qui achète, je présume qu'avant de faire l'achat, viendrait cogner aux portes à savoir si en seulement ce projet-là pourrait voir jour. Et puis, c'est de là peut-être qu'on aurait comme une dernière voie.
puis légalement, ça serait étudié, c'est un peu ça, à savoir si c'est vraiment des zones humides. Moi, je vois que des oui-dire, je n'ai pas vu d'études environnementales ou rien, mais on parle de zones humides, et puis on parle aussi d'études qui auraient dû être faites dans le temps, peut-être, et puis... Mais ça serait un peu la prochaine démarche si les terrains se vendaient. M. Robinson, c'est ça? Évidemment, un futur acheteur, habituellement, surtout à ce montant-là, va venir vérifier les règlements municipaux. Puis nous, dépendant du projet qu'il va mettre en marche, on va s'assurer que ça respecte la réglementation. Et est-ce que ça, c'est quelque chose, parce que là, c'est une vente privée, c'est pas quelque chose qui serait débattu comme moi, comme citoyen, ou qui serait présenté un autre jour, parce que ça devient comme un projet, ce constructeur-là, lui, en bonne et due forme, avec les bons permis en place, il pourrait commencer la construction de ça. C'est un peu ça. Ah, c'est ça, M. Robinson? C'était juste une question. Oui. Par rapport aux zones humides, là, je viens juste de regarder la carte parce qu'il faut savoir qu'en 2010, la municipalité de Lac-Simon a fait identifier tous les milieux humides sur le territoire de Lac-Simon et les a fait aussi classer en fonction de leur valeur écologique. Et puis, si je regarde ici, je pourrais vous en envoyer une copie si vous voulez. Oui, je pense que les documents figurent sur le site web de la municipalité. Le rapport d'hémisphère, est-ce qu'il figure sur le site web de la municipalité? Oui. OK, alors vous pouvez aller consulter. C'est le rapport hémisphère qui a été fait en 2010 qui doit figurer sur le site web de la municipalité. Et dans ce rapport-là, il y a eu deux cartes. Il y a eu une carte qui est ce qu'ils appelle la carte type des milieux humides, dont les milieux humides sont identifiés et sont en fonction du type de milieu humide. Et il y a la carte valeur en fonction de leur valeur écologique. Et à ce que je vois ici, là, si vous voulez vous avancer, vous pouvez le voir, mais le milieu humide est situé... Le milieu humide est situé dans le milieu, donc pas dans la zone... en tout cas, ce que je peux voir ici, là, le milieu humide, c'est la partie en vert qui est ici. OK. Fait que vous pourriez le oui, définitivement. Je veux juste savoir, je veux juste soulever un peu, ça fait un nombre de chocs dans mon petit coin de pays. Oui. Et merci d'avoir été OK, bienvenue. J'ai une petite question, excusez, M. le maire, pour ça ne sera pas long. Je veux juste savoir, quand un développement se fait, il y a une règle qui donne tant de terrain, après le troisième lotissement, il doit donner du terrain. Est-ce que ça a été fait? C'est déjà loti. Si ce n'était pas loti, oui, mais c'est déjà loti. Quand ça a été loti, ce n'était pas sous cette règle-là? Non. Donc, la levée de l'Assemblée est proposée par Mme la conseillère Louise Richard que la séance soit levée. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robert. Bon, pour. Oh non. Mme Hébert. Mme Craig. M. David. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Puis, je vous invite demain soir au feu d'artifice.